Mesdames et messieurs, bonjour. L'association Comore Impact a organisé cette journée qui entre dans le cadre de l'orientation et de l'intégration des étudiants en France. C'est justement pourquoi aujourd'hui nous avons eu le plaisir d'accueillir dans ce plateau Monsieur Nassur Moumadi, qui est entrepreneur et aussi dirigeant d'ALM Team, c'est ça. Et puis j'ai aussi Monsieur Saïd Mzé Misbar, qui est professeur de mathématiques dans un établissement dans les 77 en Ile-de-France. Et Madame Fatia Rajabou, qui est aussi professeure, mais en économie, dans un établissement dans les Hauts-et-Seine. Nous allons les demander chacun de nous donner plus d'éclaircissements dans leur parcours, afin que ce soit des conseils pour les jeunes étudiants qui veulent poursuivre leurs études en France. Sans plus tarder, je vais commencer par Monsieur Nassur Moumadi, qui est, comme je l'ai bien dit ici, entrepreneur et dirigeant de ALM Team, de nous parler de son parcours, surtout professionnel. Oui, donc bonjour à tous. Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Merci à l'association Comore Impact d'avoir organisé cette journée de rencontre entre donc, des professionnels et des étudiants. Et merci à RTC pour cette visibilité qu'elle nous accorde entre Paris et les Comores sur cette question d'orientation. Donc sans plus attendre, je vais me présenter. Je m'appelle Nassur Moumadi, j'ai 40 ans bientôt. J'ai un parcours normal. À l'âge de 5 ans, je suis arrivé à La Réunion. Donc j'ai fait le primaire, collège et lycée. Donc après le lycée, j'ai fait des études d'abord d'économie que j'ai terminé. Enfin, j'ai commencé par une année en économie que j'ai terminé par un master. Donc à l'époque, ça s'appelait des DESS. Donc, maintenant, c'est un master 2 en informatique appliqué à l'urbanisme. Donc j'ai travaillé pendant 3 ans, d'abord en tant que, on appelait ça chargé d'opération. Donc l'idée c'était je travaillais pour une commune qui s'appelait Bolène à l'époque, et on construisait des logements sociaux et des zones d'activité. Depuis tout petit, j'étais attiré par l'informatique. Et j'étais nul en maths. Et je pensais que l'informatique, fallait être bon en maths. Et donc, c'était quelque chose que j'avais enfoui à moi, que je ne partageais pas forcément, parce que c'était quelque chose pour moi d'inespéré. Mais j'avais aussi envie d'entreprendre également. Donc, c'est comme ça qu'en 2005, donc 2 ans après mon master en urbanisme, que j'ai donc participé à la création d'une entreprise à Lyon, avec 11 autres personnes, dont des Comoriens. Voilà, c'est une société qui a été créée par des des afro, je sais pas comment on dit, des franco-africains, enfin, des franco-africains. Franco-africains, oui. Voilà, depuis 2005, une première société. C'était le début, je connaissais ni le monde de l'informatique, ni les mondes de l'entrepreneuriat. On s'est jeté comme ça dans l'inconnu. Et on s'était lancé sur une technologie qui s'appelle l'open source. C'était tout nouveau. Donc on a fait toutes les erreurs qu'il fallait faire pour savoir ce qu'il fallait plus faire. Donc ensuite, j'ai ensuite créé deux sociétés, une qui a coulé et une qui a démarré depuis 3 ans. Et ouais, et ce qui est bien, c'est que toutes les erreurs que j'ai pu faire avant, donc aujourd'hui, on essaie de ne plus faire d'erreurs. Donc aujourd'hui, on a 2 activités dans la société. On fait du conseil et du développement pour des sociétés, PME et grands comptes. Et moi, personnellement, en plus de diriger la société, j'ai des activités de conseil en management de projet, en pilotage de projet informatique. Voilà. D'accord. Ok, sans plus tarder, je vais céder la parole à Madame Fatia Rajabou, qui va nous parler également de son expérience depuis la fin de ses études et jusqu'à présent. Donc, bonjour à tous. Moi, j'ai fait un master en économie. Suite à ça, j'ai poursuivi, c'était surtout, enfin, ce master, j'avais poursuivi en Aix-Marseille. À la suite, je suis venue à Paris. J'ai hésité entre 2 types de métiers. C'était soit l'enseignement, soit l'écriture. Enfin, c'était une passion. Et j'ai essayé de concilier ces 2 activités en passant le concours d'enseignement. Au début, j'ai commencé par le PLP. C'est
C'est un concours qui est réservé pour le professionnel, parce que je voulais connaître un peu ce monde que je ne connaissais pas du tout, la possibilité de travailler dans les lycées professionnels. Je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment non plus ce qui m'intéressait le plus. J'ai ensuite après passé l'agrégation, parce que c'est ce qui me permettait en fait de pouvoir avoir du temps, parce que c'est l'intérêt dans l'agrégation. C'est un concours qui permet d'avoir du temps et en même temps de pouvoir faire ce que je voulais, donc me mettre un peu plus à écrire. Donc moi, ce que je trouve intéressant dans le métier d'enseignant, c'est évidemment l'idée de transmettre, l'idée pas seulement des connaissances, parce qu'à la rigueur, on peut tous transmettre des connaissances, mais également des valeurs et des méthodes de travail, parce que les jeunes, on se rend compte de plus en plus, ne connaissent pas toujours les méthodes de travail. Donc ça, c'est intéressant de leur apporter ça. Ce que j'enseigne actuellement, j'enseigne en BTS communication et c'est comment mettre en place un projet de communication dans une entreprise, dans une agence de communication, mais dans tous les types d'organisations possibles. Donc, on suit ces élèves, on leur apporte les méthodes de travail spécifiques à ce type de métier, pour être chargé de projets de communication, où il y a une variété dans les métiers de communication. Monsieur parlait de l'informatique, il y a également la possibilité d'être chef de projet de communication dans l'informatique. Enfin, c'est assez riche comme type d'ouverture possible de métier. Donc, je fais ça en même temps, j'enseigne, je donne des cours en classe préparatoire à l'ENS dans le cadre d'un enseignement en histoire économique et sociale. D'accord. Alors, vous avez parlé de votre expérience par rapport à ce que vous avez depuis voulu faire. Vous êtes romancière et aussi enseignante. Oui. Est-ce qu'il y a une incompatibilité entre les deux métiers? Non, parce que dans les deux cas, c'est transmettre. Donc, ça m'a paru évident. Enfin, c'est pour ça que je voulais être enseignante. C'est pour, je l'avais dit déjà, avoir du temps. Mais également, pour moi, il y avait les deux sens de ma vie qui m'intéressent. C'est à la fois transmettre. Donc, quand je suis face à des étudiants, je transmets quelque chose. Et quand j'écris, je transmets également. Donc, pour moi, c'est deux activités qui se complètent complètement à ce niveau-là. Et c'est enrichi. Et c'est intéressant de voir aussi que tout est possible. En fait, on peut très bien passer des concours et en même temps faire ce qu'on aime. En fait, c'est de concilier une activité que j'aime beaucoup, qui est une passion d'enfant, par rapport à, et en même temps avoir une activité qui me permet de vivre. Voilà. Et vos conseils sont basés sur les conseils pour la réussite des études ou dans le parcours professionnel? La réussite, ça dépend ce qu'on entend par réussir. C'est réussir, évidemment, pour moi, ce que je dis à mes étudiants, c'est déjà de choisir un métier qui permette de pouvoir travailler, trouver un travail rapidement. Donc, tous les métiers, ce que je veux dire par là, c'est que tous les secteurs ne sont pas tous ouverts. Donc, de bien choisir son secteur d'orientation, le secteur qui permette d'avoir une ouverture, des débouchés. Et après, une fois qu'on a trouvé, de pouvoir trouver le métier dans lequel on va pouvoir s'épanouir. La réussite, c'est pas forcément, elle peut pas forcément être financière, mais elle peut être liée à l'épanouissement personnel aussi, à ce qu'on peut apporter également dans le monde, dans la vie, dans la société. Donc c'est plus dans ce sens-là que je vois le terme réussite. D'accord, c'est assez intéressant, on va retourner, mais je vais donner la parole à Monsieur Saïd Mzé Misbah qui va nous parler également de son expérience, ce qu'il a vécu jusqu'à présent. Bonjour, tout d'abord on vous remercier de cette initiative, parce que c'est une belle initiative de faire bénéficier à tous les étudiants comoriens cette façon de voir les choses. Moi, j'ai fait mes études aux Comores. J'ai eu mon bac en 2002 avec une mention assez bien. Et puis après, je ne savais pas quoi faire. Je suis resté une année. On appelle ça une année sabbatique ici. Donc, le temps de chercher le métier que j'aimerais bien faire. Et puis, par la suite, je me suis inscrit en médecine. Comme j'avais des très bonnes notes, j'ai été accepté en médecine. Une fois arrivé en France, j'ai fait à peu près 3 semaines en école de médecine, et là je me suis rendu compte que en fait docteur Misbah, ça va pas très bien, donc ça sonnait pas très bien et j'étais pas fait pour. Donc je suis exactement. en fait aux Comores, quand j'ai eu le bac, j'ai fait un bac D.
Donc, et non pas un bac C, puisque là-bas, il y a un bac D, un bac C. Ici, il y a un bac S avec des spécialités à l'intérieur. Donc, on m'a dit, bah, tu peux faire médecine. Médecine, c'est très bien. Et en plus, on gagne bien sa vie. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas? Ça sonne bien, docteur Misbah, non? Donc, j'ai cédé. Et puis après, j'ai eu l'inscription. Et une fois en France, j'ai commencé à aller en cours. Et je me suis retrouvé dans une amphi où il y avait à peu près, on était plusieurs groupes. Le groupe où j'étais, on était à peu près 500. Donc c'était à Henri Mondor. Donc je retourne à gauche, à droite. Je vois pas beaucoup ni de compatriotes, ni beaucoup de Noirs. Donc il y avait aussi ce truc qui était le nombre de réussites était limité, puisque c'est un concours, donc pour les étrangers surtout. Donc pour ceux qui ont un titre de séjour étudiant. Donc j'ai pesé le pour et le contre et je me suis dit de toute façon je ne veux pas être médecin et ça ne m'intéresse pas. Donc je suis parti m'inscrire ce qu'on appelait à l'époque un DEGMIAS, mathématiques, informatique, appliquée aux sciences, donc qui m'ouvrait plusieurs portes. Je me suis dit il faut que je fasse ça. Donc dans la première année c'était un peu plus difficile. Certes les mathématiques j'avais un très bon niveau, mais en informatique, vu que nous au Comores on ne fait pas de la programmation, on n'est rien du tout en informatique, dès le premier cours on était 2 Comoriens, je me souviens toujours d'un camarade de classe qui s'appelle Fazul. On a fait un cours en 1 heure de programmation sur Excel. C'est quelque chose de basique ici où on le fait au collège. Donc nous, c'était très difficile. Et puis après, les années ont passé. J'ai validé mon DEUG malgré les notes qui étaient moyennes au niveau de l'informatique. J'ai eu après ma licence à Paris 12 Créteil. Par la suite, j'ai commencé à voir un peu ce que je voulais faire, puisque depuis les Comores, quand j'ai eu mon brevet, j'ai donné des cours. Donc ça m'intéressait un peu. Donc je me suis dit, je ne veux pas faire que des maths pures, mais il faut que ça soit des maths appliquées au cas où, pour avoir une solution si jamais ça ne m'intéresse plus. Vu que, voilà, donc je suis parti faire un master en ingénierie mathématique à la fac d'Evry. Donc après ça, on avait des stages à faire, vu que c'était un master où il fallait faire des stages soit en finance, soit en informatique. Donc j'ai choisi la banque, donc j'ai fait mon stage à AXA, où j'ai vu un peu les différents métiers. Et au fur et à mesure, quand j'ai fini, j'ai monté une petite société qui s'appelait Doukani, où j'ai participé à un concours et puis on a eu le premier prix. Ça consistait juste à vendre des produits en ligne pour ceux qui sont au Comores. J'ai fait à peu près 2 ans. Pendant ces 2 ans-là, je voyais un peu les camarades avec qui on était. Donc il y avait la pression pour la banque. Pendant cette période-là, moi je faisais que je travaillais que sur Doukani, et puis après je me suis dit je veux me lancer dans l'enseignement. Et depuis je suis dans l'enseignement. Donc c'est un travail qui nécessite beaucoup de pédagogie, de l'écoute pour les élèves aussi, et aussi comme je suis professeur principal, c'est aussi d'aider les élèves à s'orienter, à chercher un métier par rapport à ce qu'ils aiment faire. Donc, avant de monter Doukani, vous avez eu l'intention de faire ça un jour ou bien c'est survenu comme ça toute seule? Non, en fait, comme j'étais étudiant, j'avais pas beaucoup de budget. On va pas se mentir, je travaillais comme tous les étudiants ici. Il faut travailler et puis payer son petit studio. Voilà, parce que quand je suis arrivé à la famille, mais à un moment donné, il faut s'émanciper. Donc j'ai pris un studio, c'était difficile pour la famille. Non, faut pas partir, mais j'avais ce besoin-là de partir. Donc j'ai pris un petit studio, il fallait que je travaille à côté. Donc c'est en fait, j'étais là à la fac un jour en cours de marché financier, on était là. Et puis, je me suis dit, mais quand on a 50 € qu'on veut envoyer aux Comores, pour une personne qui est aux Comores, 50 €, c'est rien du tout. Mais en fait, si on achète les produits, on lui envoie, ça va faire beaucoup, même si c'est peu. Donc, l'idée est venue de là, en fait. J'étais en amphi, je me suis dit, allons-y, on va commencer le projet. Et puis après, j'ai commencé à parler à une association qui s'appelait à l'époque Créer ta boîte. Donc, qui ont soutenu le projet, qui m'ont dit, bah, ce qu'on va faire, tu présentes ton projet, tu fais tout, la faisabilité du projet, et puis tu nous le présentes. Et puis j'ai présenté le projet, et une fois que j'ai présenté ce projet-là, il a eu le premier prix à la ville de Sevran. Donc j'ai eu un financement qui m'a permis de monter. D'accord, voilà. Merci. Là, je vais tourner la parole à Monsieur Nassur Mohamadi pour nous parler un petit peu des avantages que vous voyez aujourd'hui par rapport à votre formation jusqu'à présent. Est-ce que vous pouvez conseiller aux générations à venir? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux générations à venir par rapport à votre formation? C'est intéressant, c'est à suivre. Il faut faire quoi jusqu'à arriver là où vous êtes aujourd'hui? Oui, par rapport à ma formation de base qui était l'urbanisme,
je me suis rendu compte très rapidement que les métiers auxquels on avait accès étaient liés essentiellement aux institutions publiques, collectivités locales, l'État ou bien des organismes parapublics. Donc tout de suite on est très limité. Okay, et une grande partie de ces emplois sont aussi associés au concours. Donc pour pouvoir maintenir son boulot, il faut soit passer un concours ou être titularisé en tant que contractuel. D'accord ? Donc, et c'est aussi bien payé, mais moi ce qui m'intéressait quand j'étais plus jeune, c'était bien gagner ma vie en fait, c'était ça. Mais j'ai constaté aussi que la progression dans les revenus en tant qu'urbaniste c'était très lent. C'était très très lent. Et l'informatique, enfin l'entrepreneuriat, je suis venu un peu, même si c'était quelque chose que j'avais au fond de moi, mais autour de moi, j'avais personne qui avait entrepris, d'accord ? Sauf un grand-père qui était âme bénie, qui avait entrepris, mais il faut croire que l'entrepreneuriat n'était pas quelque chose qui était valorisé dans la famille, puisque jusqu'à l'âge de 25 ans, j'avais jamais entendu parler d'un grand-père entrepreneur. Donc, même si il y avait une espèce de liaison via les gènes, mais je m'étais jamais dit petit, je serai entrepreneur comme mon grand-père, parce que je l'ignorais, d'accord, tout simplement. Et quand j'ai découvert, j'ai re-rencontré mes amis qui disaient viens, on crée une société informatique. Je savais pas trop vraiment où j'allais, quoi. J'ai dit oui parce que j'étais intéressé par tout ce qui est nouvelles techno. Parce qu'on faisait aussi de l'informatique, on faisait tout ce qu'on appelle les systèmes d'information géographique, on faisait aussi de la programmation. Donc c'était quelque chose qui m'attirait, mais j'étais aussi attiré par l'aventure de pouvoir prendre un risque et bien gagner sa vie. Donc du coup, aujourd'hui, je serais radical. Je dirais pas aux jeunes de faire de l'urbanisme, sauf si c'est une passion. Il y a des métiers qui sont passionnants, mais qui sont ingrats. Et donc aujourd'hui, je pense que le métier d'urbaniste est un métier passionnant parce que on est là, on participe à la création de territoires, on met en place des ingrédients pour favoriser le développement d'un territoire, d'accord ? Mais on est lié au maire, on est lié au pouvoir politique. Et donc si demain il y a une alternance, tout ce qu'on a entrepris auparavant, on laisse tomber au profit des actions du nouveau maire. Donc c'est très dogmatique. L'informatique, c'est pragmatique. L'entrepreneuriat, c'est pragmatique. Et je crois que mon ADN est lié à ça. Je suis pas quelqu'un qui fait des concessions, qui fait de la diplomatie, qui fait de la politique, j'ai du mal. D'accord ? L'entrepreneuriat l'entrepreneuriat, c'est quelque chose où il y a de l'opportunité, on négocie, rien n'est écrit. Donc c'est vous qui faites les choses, c'est vous qui êtes le pilote de ce que vous faites. Donc voilà, moi je prendrai le pari, enfin j'assume le fait de dire, je dirais à tout le monde d'entreprendre. Je dirais à tous les jeunes, quelles que soient les études qu'ils ont fait, que ce soit des études professionnelles ou je sais pas comment on peut dire, études de recherche, il faut entreprendre. D'accord. Voilà. Vous avez parlé des problèmes d'échec au début. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir jusque-là, justement, vu que vous avez échoué au début quand vous avez voulu monter votre boîte, et à un moment, vous avez connu des contraintes. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller de l'avant ? J'avais pas le choix. C'est-à-dire que... Et en fait, avant de répondre à votre question, je dirais aux jeunes, s'ils veulent entreprendre, c'est juste après leur diplôme. Dès qu'on a le diplôme, quand on a un diplôme, à quelques cas rares, on n'a pas de femme, on n'a pas d'enfants, donc on entreprend. Et quand on commence à entreprendre, et qu'on est bien conseillé, on est bien entouré, etc., on commence à gagner de l'argent assez facilement. On a une certaine forme de liberté. On fait ses journées, on organise ses journées, on prend des risques, mais quand on a bien négocié son risque, il y a une sorte d'épanouissement. Voilà. Et donc, mais le démarrage, c'est-à-dire n'ayant pas fait d'école de commerce, n'ayant pas eu autour de moi des personnes qui ont entrepris, évidemment et naturellement, j'ai fait toutes les erreurs qu'il fallait pas faire, ok, mais ça n'a pas enlevé
l'ivresse que j'ai connue dans mes premières années, la possibilité de voir qu'on pouvait gagner de l'argent assez rapidement par soi-même, la possibilité de pouvoir organiser son temps entre la vie privée et la vie professionnelle. C'est ces 3 points qui m'ont donné le courage pour continuer à entreprendre. D'accord. Et au début, c'était comment pour financer est-ce qu'il y avait le système de financement des banques pour faire des crédits ou c'était comment pour vous pour financer vos projets? D'accord. Il faut savoir, quand on a entrepris en 2005, c'était juste après la première bulle Internet. Donc aucune banque ne prêtait de l'argent. Donc du coup, les fonds, on a réuni à peu près 60 000 euros. Donc c'était des fonds propres qu'on a constitués entre les 12 associés. Et de 2005 jusqu'à 2008, on a fonctionné, Obgis, la société qui s'appelle Obgis, on a fonctionné en fonds propres. C'est après 2008 qu'on a demandé un prêt BPI, la Banque publique d'investissement, qui, au vu de tout ce qu'on avait réalisé, obtenir un prêt, c'était beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Mais au début, quand on lance une activité, c'est compliqué d'avoir des fonds. D'accord. Et vous, actuellement, par rapport au taf que les étudiants d'aujourd'hui font ici en France, est-ce qu'ils ont la possibilité de financer leurs projets, ceux qui travaillent à McDo, dans les gares, etc., etc. Voilà, depuis l'avènement de ce qu'on appelle les barbares. Les barbares, c'est tous ces acteurs de l'économie collaborative. Qui pourrait penser que 3 gamins allaient faire beaucoup plus de chiffre d'affaires que les hôtels, Airbnb, hein? Qui pouvait penser qu'un jeune financier pouvait créer une société qui s'appelle Uber et qui allait justement déstabiliser l'activité qui était bien établie des taxis, des chauffeurs-maîtres, etc. Donc, ces 2 sociétés, Airbnb et comment et Uber, ont montré la possibilité qu'on pouvait être David et concurrencer Goliath. Être David, faire trembler Goliath. Et donc, les banques, les institutions publiques, tous les acteurs qui contribuent à l'activité numérique, ils ont compris qu'il y avait un levier de croissance qui était le numérique pour justement créer de l'activité, créer de la richesse. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour un jeune de créer une boîte parce qu'on entend parler de start-up, de levée de fonds. Donc toutes ces choses-là sont beaucoup plus simples. Aujourd'hui, un jeune qui a une idée, qui sait développer ou qui a un ami qui sait développer et qui sait mener l'idée depuis la conception jusqu'à la réalisation, a beaucoup plus de facilité à lever des fonds qu'il y a 12 ans en arrière. 12 ans, c'était difficile, mais aujourd'hui, il y a plusieurs formats pour lever des fonds. Soit on crée une idée, juste avec une idée, quelques slides, on va aller voir des gens comme Xavier Niel, des patrons de vente privée, on a 2 minutes pour les convaincre. S'ils trouvent que votre idée il est intéressant, soit ils vous incubent, soit ils vous laissent un chèque. Il y a ce format-là. Maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi tout ce qui est intrapreneuriat. Aujourd'hui, les grands groupes ont compris qu'ils ne pouvaient pas se regarder, les grands groupes et les jeunes de start-up ne pouvaient plus continuer à se regarder en chien de faïence et qu'il fallait collaborer parce qu'ils avaient peur qu'un autre Uber ou un autre Airbnb naisse d'un garage ou d'un hôtel, etc. Donc maintenant, il y a des formes de collaboration, notamment l'intrapreneuriat, où des jeunes peuvent intéresser des grands groupes, parce que les grands groupes sont intéressés par l'agilité et la souplesse des jeunes et l'audace des jeunes, et les jeunes sont intéressés par les fonds, par la stabilité qu'ont les grands groupes. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de créer une société, c'est beaucoup plus facile de lever des fonds, que ce soit en Europe ou en Afrique. Et après, les commerces, c'est une autre histoire. Ok, merci. Là, je vais donner la parole à Madame Fatia pour nous éclaircir, justement par rapport à votre métier, parce que plusieurs étudiants ont fini leurs études et refusent d'aller enseigner, que ce soit à Comores ou bien ici. Est-ce que vous avez des conseils à les apporter pour ce métier d'enseignement? Ouais. Je pense qu'il faut faire ce métier par passion, déjà. Donc là, c'est notre façon de choisir un peu sa façon d'être utile dans la société. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Et puis, c'est vrai que c'est un métier qui est devenu de plus en plus difficile parce qu'on a à faire face à des publics beaucoup plus difficiles. Après, moi, c'est un métier que je fais depuis pratiquement 20 ans,
que je trouve intéressant, qui me passionne, parce que c'est intéressant d'être face à des jeunes, de leur inculquer non seulement des savoirs, mais également des savoir-être, de leur apporter aussi ses connaissances, ses expériences aussi, leur apporter les expériences de ce qu'on a, de notre parcours, et de leur montrer un peu la voie, parce qu'ils sont souvent perdus, moi-même quand ils sont au niveau Bac+2, ils savent pas ce qu'ils vont devenir plus tard. Et donc, on a tout un rôle pour leur apporter, pour les aider, pour les orienter dans ce qu'ils peuvent devenir. Donc, dans ce sens-là, je trouve il y a un rôle beaucoup plus intéressant, en fait, plus important du monde de l'enseignement maintenant, dans ce sens-là, que peut-être le fait d'apporter une pédagogie ou des connaissances théoriques. Donc, dans ce sens-là, moi, je trouve enrichissant. Puis, j'apprends beaucoup avec les jeunes parce que ça change. Ils se posent des questions. Ils ne sont pas rigides et fermés comme les adultes. Donc, il y a un enrichissement à ce niveau-là. Et je trouve aussi intéressant parce qu'ils se posent des questions, parce que c'est l'ouverture aussi. Donc là, on est un accompagnateur de ces jeunes dans leur devenir, de les aider pour quelle femme ils vont être, quel jeune homme ou quel homme ils vont être plus tard. Ça, je trouve passionnant. D'accord. Et par rapport au problème que vous avez évoqué là, au public, c'est-à-dire les élèves qu'on rencontre aujourd'hui qui sont un petit peu agressifs, est-ce que c'est une bonne raison pour quelqu'un qui a fini ses études de refuser d'aller enseigner? L'agressivité, j'ai jamais connue. Pourtant, j'ai fait pratiquement tous les lycées un peu dans l'Académie de Versailles. Donc, je les connais. Mais je pense que quand on aime ce qu'on fait, quand on respecte les élèves, quelles qu'ils soient leurs origines, quelle que soit leur personnalité, je trouve que ça passe très bien. J'ai jamais eu de difficultés à ce niveau-là par rapport à des jeunes. Il faut avoir de l'écoute, il faut savoir qui ils sont, être là, transparente pour leur expliquer ce qu'on a à faire avec eux, qu'on est là pour eux. Et une fois qu'on explique ça, je trouve, dans tous les cas, dans mon cas personnel, ça se passe très bien. J'ai jamais eu de difficulté de ce niveau. J'ai jamais eu à faire face à ce que je peux entendre, ce que je peux voir dans les informations, de la violence de la part d'élèves. Parce que pour moi, à mon sens, quand on a une écoute et quand on est là pour les entendre et pour les respecter, ça se passe très bien. D'accord. Monsieur Misbah, est-ce que vous pouvez nous apporter des conseils par rapport à ce que vous avez vécu et de ce que vous êtes aujourd'hui? Oui, moi je dirais à tous les étudiants de devenir des mathématiciens. Tout simplement pour une simple et bonne raison, ça a un plus-value sur un CV, que ce soit dans le domaine de l'informatique. Donc, par exemple, l'analyse des big data, dans tout ce qui est Google, le référencement, c'est tout un algorithme qui est là, qui est mathématique. Donc, il n'y a pas que l'enseignement. Une fois qu'on a fait des mathématiques, il y a plusieurs portes qui s'ouvrent. Donc, moi, juste parler de ma promotion, je ne connais pas une personne qui est au chômage. Donc, aujourd'hui, l'enseignement, c'est quoi? C'est une vocation. On ne va pas à l'enseignement parce qu'on n'a pas trouvé mieux. Sinon, c'est 2 jours et puis on prend la porte. Donc, parce qu'en fait, il faut avoir l'amour aussi de transmettre et d'écouter les élèves. Parce que les élèves, ils ont besoin d'écoute, ils ne sont pas agressifs. Ils aiment bien tester. C'est comme nous, quand on était au collège, on aimait bien tester un peu, les profs. Mais en fait, pour la nouvelle génération, c'est qu'ils regardent la télé, ils se disent, oui, le métier il est super dur. Oui, il n'y a pas un métier facile. Que ça soit dans l'informatique, il y a toujours de la pression derrière. Donc, que ça soit dans les banques, tout ça, il y a toujours de la pression. Donc, il faut savoir que quand on enseigne, on n'est pas seulement enseignant. On est aussi un peu, un sociologue. On a envie d'écouter. Parce que, en fait, chaque élève a un problème particulier. Donc, si son agressivité vient peut-être de sa famille, parce qu'il a des difficultés. Mais en général, c'est un très bon métier. C'est un très bon métier et je conseillerais tout le monde de le faire. Parce que tu peux concilier à la fois vie de famille et l'enseignement. C'est plus facile aujourd'hui d'être enseignant et de concilier avec sa vie de famille. D'accord. Là, vous avez dit dès le début ici que vous avez eu votre bac au Comores et vous êtes venu en France faire vos études jusqu'à aujourd'hui, vous enseignez. Est-ce que par rapport au taux de chômage de la France, vous conseillez, ça c'est personnel pour chacun, mais vous personnellement, vous apercevez comment par rapport à cela, le taux de chômage qui frappe la France et le fait de rester ou de retourner au bled pour aller enseigner là-bas? Moi, personnellement, je pense qu'une fois qu'on a fini les études, il faut faire un peu comme les autres.
avoir un peu d'expérience. On ne peut pas directement finir, sortir du labo et rentrer aux Comores. Certes, peut-être c'est un choix personnel. Moi, j'ai choisi d'abord de rester en France, d'acquérir de l'expérience, comment enseigner. Vous voyez déjà, depuis des années aux Comores, on a un taux de réussite au bac qui est très faible, mais très faible. À un moment donné, il faudra peut-être que les enseignants aussi se remettent en cause de ce taux-là, parce qu'il y a une méthode d'enseignement. Ici, on vous apprend à enseigner comment corriger. Ce n'est pas parce que tu es enseignant que directement on vous donne des consignes pour corriger. Donc, moi, je dirais à tous ceux qui finissent les études de rester un peu en France, d'acquérir de la compétence, aussi un peu d'expérience, pouvoir retourner aux Comores, mais avec des valises qui sont solides. Que ça soit parce qu'il y a la formation, mais il faut compter aussi qu'il y a une compétence qu'il faut acquérir. Et ça, c'est en travaillant. Si vous voulez entreprendre, vous pouvez entreprendre ici et puis repartir aux Comores une fois que l'entreprise a grandi. Donc, je pense que les étudiants devraient peut-être penser, peut-être, à mon avis, acquérir une expérience. C'est ce que font les Sénégalais, c'est ce que font pas mal d'autres étudiants, c'est acquérir l'expérience et puis repartir. L'expérience, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, selon le domaine. Cette expérience-là, on ne peut pas l'acquérir aux Comores une fois avoir sa licence au bled ou bien son master là-bas aux Comores? Oui, une fois que vous êtes aux Comores, bien sûr, vous pouvez rester et faire votre expérience là-bas, vous former là-bas. Mais moi, je parle essentiellement de ceux qui sont, par exemple, ici. Je ne parle pas de ceux qui sont au Sénégal, à Madagascar, où ils n'ont pas la possibilité de travailler. Mais je pense que quand tu es ici et que tu as la chance de faire une formation et d'avoir un travail à la sortie, je parle surtout de ceux qui ont fait le domaine scientifique, parce que souvent, ils ne chôment pas. Donc, que ce soit des BTS, que ce soit des DUT, ça ne chôme pas du tout. Donc, souvent, c'est de rester un peu, d'acquérir un peu d'expérience parce que vous apportez quelque chose au pays. Pas sortir directement de la fac, oui, moi je suis fier, oui, je rentre. Mais voilà, tu as juste une formation. Donc, et cette formation-là, peut-être qu'elle n'est pas finie. Parce qu'ici, quand tu as fait la formation, souvent, on va parler de la formation professionnelle, mais tu fais des stages. Tu fais quelque chose qui t'apporte, qui te montre le métier. Parce qu'on peut très bien apprendre ici, mais une fois qu'on commence, se dire, en fait, je ne trouve pas de travail, donc je vais dans l'enseignement. Mais en fait, c'est par défaut, tu n'es pas passionné par l'enseignement, tu as juste envie de gagner ton pain. Donc, et je pense qu'on ne va pas dans l'enseignement pour gagner son pain. D'accord, merci. Là, pour entrer dans la dernière partie, je vais entrer directement avec M. Nassur Mohammadi pour nous dire par rapport à le fait d'entreprendre ici en France ou bien aux Comores. Est-ce qu'il y a des contraintes pour aller investir aux Comores par rapport à ici en France? Les contraintes que je vois de là où je suis, les contraintes pour lier aux Comores sont liées uniquement aux conditions. C'est-à-dire, si je parle de ce que moi je fais, si j'avais voulu, par exemple, mettre en place une organisation offshore. Je m'explique, offshore, c'est j'ai des projets ici et je fais sous-traiter le développement aux Comores. D'accord ? Donc là, très rapidement, qu'est-ce que j'ai comme problème? C'est déjà le problème énergétique. L'accès au courant continu, enfin, c'était il y a quelques années. Donc maintenant, je ne sais pas si on a pu mesurer justement le travail qui a été fait par la société française au niveau de l'installation d'électricité. Est-ce que ça tourne toujours? Je ne sais pas, il faudrait que vous me disiez. Je pense que donc, ça va. C'était ça en fait, c'était uniquement ça. Aujourd'hui, ce qui me gênait, la seule contrainte qu'il y a aux Comores, c'est cette partie-là énergétique, tout simplement. Et après, deuxièmement, peut-être les ressources, c'est-à-dire le personnel formé, les personnes qui sont formées. Donc, il y a des écoles informatiques, je pense, oui. Mais est-ce que ces écoles ont des labos pour que les jeunes puissent faire vraiment de la programmation liée vraiment à la réalité, à un métier? Est-ce qu'ils ne font pas uniquement que de l'algorithme, que de la conception? Vous n'avez jamais fait une enquête là-bas pour savoir comment ça se passe actuellement, s'il y a justement des personnes formées ou pas? Si, j'ai fait une enquête. J'avais embauché en 2012 un jeune qui venait d'un DUT en informatique. En 2012, peut-être jusqu'à aujourd'hui, l'informatique aux Comores, c'est le DUT à l'Université de Comores. Et il y a un réseau de petites écoles informatiques. Mais de ce que je sais, c'est que le contenu de la formation est souvent lié à de la bureautique ou à des trucs liés au design, Photoshop. Et donc, comme le métier, c'est de développer des applications. Oui, donc je réponds à votre question. Oui, j'ai fait une petite enquête. Et de ce qui est ressorti, c'est que
Il n'y avait pas encore d'école qui formait vraiment à la programmation, sauf le DUT, mais qui était orienté uniquement sur de la conception et pas vraiment de la pratique. Le côté pratique manquait. Donc, je résume, les deux contraintes qu'on a en Comores aujourd'hui, c'est encore une fois l'énergie et deuxième point, la formation. J'espère que ça va s'améliorer. Donc, pour vous, Madame Fatia, la dernière question, votre dernier conseil d'une manière générale par rapport à ce que vous avez fait, ce que vous pouvez dire pour encourager les étudiants d'aujourd'hui d'aller de l'avant? C'est d'oser, d'avoir de l'audace, de ne pas avoir peur, d'avoir confiance en soi. Parce que je pense que tout est possible, vraiment, ça j'y crois beaucoup. Ce que je dis à mes étudiants, c'est quel que soit ce qu'on veut devenir, peu importe, hein, là il y a plusieurs parcours, comme vous l'avez senti, donc il y en a pas mal d'autres. Donc quel que soit ce qu'on veut devenir, déjà d'y croire, vraiment, et de foncer, de ne pas se laisser fermer par un environnement familial, un environnement social, et surtout quand on est femme, parce qu'au Comores c'est encore plus difficile, je pense que en France aussi, hein, mais le fait d'être une femme, c'est encore plus pesant au niveau de la culture. Donc c'est de savoir là aussi de sortir du carcan familial et traditionnel et de se dire qu'on est capable de faire, d'oser choisir des métiers souvent à traditionnel masculin et de le faire parce qu'on en a envie et puis point barre. Donc, vous avez déjà pensé à enseigner au Comores ou pas? Non, pourquoi? Parce que déjà, je ne maîtrise pas la langue comorienne. L'enseignement se fait en français. D'accord, oui, mais je sens que je vais avoir il me faudra un temps d'adaptation. Et puis, pourquoi est-ce que je n'ai pas pensé à enseigner aux Comores? Parce que les matières que j'enseigne, c'est vraiment l'économie, enfin, au niveau historique, etc. Et je n'ai pas l'impression qu'il y a ça dans le contenu comorien, dans les formations, dans les matières. Il n'y a pas encore. C'est en 2015-2016, on a changé de programme. Voilà, donc je suis limitée à la France et c'est finalement, ça ne me pose pas de soucis parce que ça permet aussi autant aux jeunes Comoriens aux franco-comoriennes de voir que quand on est franco-comorienne, on peut s'en sortir. Et j'imagine aussi que quand on est aux Comores, de voir une franco-comorienne s'en sortir, ça donne aussi les idées, enfin ça donne aussi un modèle, vous voyez. Voilà. Quand on n'en a pas eu, moi j'en ai pas eu, j'ai dû les inventer. Mes modèles, c'était Simone de Beauvoir, c'était forcément pas des Comoriennes, parce que j'en avais pas autour de moi. Donc ce sont des femmes comme ça qui m'ont beaucoup inspirée. L'agrégation, c'est parce que j'avais entendu parler de Simone de Beauvoir, qui était la première femme française. Je me dis, je vais être peut-être pas la première femme comorienne à le faire, je ne pense pas. Mais dans tous les cas, c'est trouver aussi des modèles de femmes qui puissent être inspirantes et pousser de l'avant et croire en soi, beaucoup. D'accord. Et si un jour vous voulez changer de métier, vous allez faire quoi? Écrivaine. C'est ce que je fais déjà, parce que l'idée, je vous avais dit, c'est d'enseigner parce que j'adore ça, j'adore la matière, j'adore l'économie. Et c'est une matière que je veux continuer à transmettre. Oui. Mais à la fois, moi, c'est surtout ma passion, c'est d'écrire. Et votre écriture se base sur quoi exactement, d'une manière générale? L'écriture? Oui, ce que vous écrivez. Là, mon premier roman que j'avais écrit, c'est Je ne sais pas quoi faire de ma vie. Voilà, donc on est en plein dedans. C'est une bonne réponse. Donc, c'est d'analyser différents parcours de femmes, pas forcément issues de la diaspora, des femmes, parce que pour moi, une femme, c'est être un peu de tout, à la fois des femmes franco-françaises, franco-comoriennes, franco-africaines, franco-maghrébines. Voilà, franco-quelque chose. Dans tous les cas, en fait, toutes ces femmes cette multicularité qui existe à Marseille, que je trouve intéressant, et de voir ce qui peut expliquer que telle personne puisse réussir ou pas, ou quelles sont les difficultés qui peuvent nous envahir en fonction d'une situation ou d'un vécu ou d'un trait de caractère exact. Même c'est pas. C'était de voir. De chercher à analyser des femmes à un certain âge, entre 30 et 40 ans, qui veulent avoir, qui font un peu un bilan et savoir où elles en sont et ce qui a expliqué ce qu'elles sont devenues en fait. C'était un peu l'idée, c'était d'analyser ça. D'accord, merci beaucoup. Et vous, monsieur Misbah, qu'est-ce que vous pouvez rajouter par rapport à tout ce que vous avez dit dès le début? Moi, c'est dire aux étudiants et aux lycéens aujourd'hui de poursuivre le rêve.
S'ils veulent devenir ingénieurs, il faut qu'ils travaillent un peu plus. Je pense que c'est ce qu'on peut leur conseiller. Et puis de se dire que même si vous échouez une fois, c'est pas grave. L'échec fait partie de la vie et il faut se relever et puis continuer. C'est comme Monsieur Nassur. Voilà, donc dans l'entrepreneuriat, on peut des fois qu'un projet ne marche pas bien, mais on n'abandonne pas. Donc c'est comme aussi au niveau des études. Et je pense au niveau scientifique, il y a beaucoup d'avenir, que ce soit dans l'informatique ou dans les mathématiques. Il y a plusieurs portes qui sont là. Et ce n'est pas le bac qui doit vous arrêter. Le problème, c'est qu'au Comores, dès qu'on n'a pas le bac, on dit c'est fini, ma vie, elle est foutue. Ben, en réalité, non. Les universités, ils ont des diplômes qui s'appellent DAU, qui sont accessibles à ceux qui n'ont pas le bac. Donc, si vous recevez votre dossier au Comores, que vous voulez venir en France, il y a une possibilité aussi de s'inscrire en DAU. C'est un diplôme d'accès aux études universitaires. Pour ceux qui n'ont pas le bac, on leur réforme pendant 2 ans et ils ont un niveau. Et pour pouvoir accéder, parce que le problème de notre pays, c'est quoi? Une fois que tu n'as pas le bac, tu es foutu. Il n'y a pas une autre porte de sortie. Alors que dans d'autres pays, une fois que tu n'as pas le bac, tu peux aussi continuer d'autres études, que ce soit professionnel. Il n'y a pas que les études générales. Il faut se dire que, par exemple, pour ceux qui ont la possibilité de venir ici, il y a plusieurs formations professionnelles. Si vous échouez en première année 2 ou 3 fois, bah, changez de métier, poursuivez ce que vous aimez. Il y a toujours une porte de sortie. Donc, je pense pour ceux qui ont bien sûr le bac et ceux qui ne l'ont pas, il ne faut pas abandonner. C'est faire beaucoup plus d'efforts, peut-être pour l'avoir, mais si ce n'est pas possible, il faut partir du pays, chercher une formation professionnelle, se professionnaliser, parce que dans tout, en fait, celui qui fait ingénieur, son but, c'est de devenir professionnel. Donc, si vous avez un DUT ou un CAP, même un CAP électrique ou un CAP peinture, on en a besoin. Le pays a besoin de plus de techniciens que qu'autre chose. Donc, il ne faut pas abandonner. Ok. Merci beaucoup. Jusque-là prend fin notre émission spéciale organisée par l'association Comores Impact. Comme je l'ai dit dès le début, il s'agit d'une émission qui entre dans le cadre de l'intégration et de l'orientation des étudiants en France. Et j'avais ici Monsieur Saïd Mzé Misbah, qui est professeur de mathématiques, et aussi Madame Fatia. Il y avait aussi l'entrepreneur Monsieur Nassur Mohammadi. Je vous remercie à tous d'avoir accepté cette invitation et j'espère qu'on aura le plaisir de vous accueillir encore une fois dans ce plateau, Inch'Allah. Merci.